Bonjour à tous, ici le docteur Walid Mekedem et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du podcast Santé. Et aujourd'hui, nous allons parler de santé mentale, de psychiatrie. Et pour cela, j'ai invité le docteur Maxence Rigon, médecin psychiatre au CHU de Saint-Étienne. Donc je te laisse te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas et qui vont te découvrir au travers de cette vidéo. Je te remercie beaucoup, Walid, de m'accorder ce précieux temps. Alors, pour compléter, j'ai une triple mission au niveau du CHU de Saint-Étienne, puisque je travaille sur le dispositif d'intervention précoce dédié aux troubles psychiatriques émergents. J'ai aussi une activité de psychiatrie générale en CMP. Et je travaille également sur un CATTP qui fait l'éducation thérapeutique, le soin aux aidants, l'accompagnement des proches et l'éducation thérapeutique des usagers souffrant d'un trouble psychique. Très bien, eh bien, j'imagine que ça brasse très large du coup dans ta pratique. Et Voilà. aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'assez particulier, mais qui peut concerner du monde en France, et tu nous donneras peut-être un petit peu des chiffres. C'est ce qu'on appelle les troubles psychotiques. Et donc, bah, j'aimerais bien justement que tu nous définisses un petit peu de quoi il s'agit et de quoi on parle quand on parle de psychose en général. Alors, la psychose, alors c'est un terme qu'on peut retrouver dans plusieurs champs de la psychiatrie. Alors, bien sûr, la pathologie la plus commune, en fait, et que les personnes peuvent s'imager, c'est la schizophrénie, mais ça peut se retrouver aussi dans des troubles de l'humeur avec caractéristiques psychotiques notamment. Ça peut être aussi suite à une consommation de substances et les symptômes psychotiques. Donc, pour les nommer, on a les idées délirantes, on a les hallucinations, l'altération du contact avec la réalité. Ça aussi, les hallucinations peuvent se rencontrer aussi dans des pathologies neurologiques. Donc du coup, c'est pas automatiquement la psychiatrie. C'est pour ça il y a des bilans assez solides qui peuvent être faits et qu'on pourra aussi détailler au fur et à mesure de la discussion avec Walid. En termes de chiffres, les troubles psychotiques, si on reste large, toute pathologie confondue sur le plan psychiatrique, c'est à peu près 3-4% de la population. Avec C'est en, quand même beaucoup, hein. c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a des pics en fait d'incidence, notamment avec les sujets jeunes, fin de l'adolescence, du jeune âge adulte, je dirais le 15-25, 15-30 ans. Et puis un pic un peu plus tardif, au-delà de 45 ans, 50 ans, avec d'autres types de pathologies. Très bien. Et du coup, bon, on va parler quand même peut-être de la plus connue, hein, la schizophrénie pour commencer. Donc la schizophrénie, clairement, ça se manifeste comment? Quels sont les premiers symptômes qui sont justement évocateurs de cette pathologie? Alors, donc tout ce qui est la schizophrénie, alors si on reste très général en fait sur les symptômes, c'est je dirais une association à 2 degrés variables de symptômes qu'on appelle positifs, en gros, qui n'ont rien je dirais, d'engageant sur le pronostic, que ce soit positif ou négatif. C'est juste qu'ils sont en plus par rapport à une personne qui n'a pas ces difficultés. Donc, on a par exemple les idées délirantes, les hallucinations. Il y a aussi ce qu'on peut appeler la désorganisation, le syndrome de désorganisation, qui peut avoir aussi plusieurs champs. Il peut y avoir des organisations sur le plan intellectuel avec des troubles du cours de la pensée, avec les fameux, des fois les personnes qui s'arrêtent au milieu de leurs phrases, reprendre le sujet. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des barrages. Il peut y avoir aussi, je dirais, des organisations sur le plan du comportement avec un aspect étrange, des organisations aussi sur le plan émotionnel avec des personnes qui peuvent avoir des émotions en décalage avec l'instant. Voilà. Après, je fais une description là-dessus. Je vais continuer. Je veux pas non plus avoir que les personnes qui peuvent être concernées par ce type de difficulté de plus ou moins loin se sentent stigmatisées. C'est pas du tout l'optique. C'est vraiment l'optique d'avoir une communication grand public
là-dessus. Et il peut y avoir aussi des symptômes, donc l'inverse des symptômes positifs, symptômes négatifs, qui, en fait, le repli, une perte de plaisir, une perte de motivation, des émotions sur le visage moins perceptibles, je pourrais dire là-dessus. Et en fait, parfois, en fonction, il peut y avoir des fois, dans certains troubles qui complètent la schizophrénie, un aspect thymique qui peut aussi se voir, comme dans le trouble schizoaffectif, par exemple, avec soit des fluctuations thymiques comme dans le trouble bipolaire, soit des fois juste un type unipolaire avec que des dépressions et des épisodes psychotiques. Juste pour précision, pour justement comme c'est pour le grand public, thymique, on parle d'humeur, donc les troubles de l'humeur. C'est ça, hein. Voilà, Voilà, les troubles de voilà. l'humeur, donc avec potentiellement des phases un peu dépressives, comme tu l'as dit dans les troubles bipolaires. Mais est-ce que du coup c'est possible d'avoir des accès aussi maniaques, d'exaltation, etc. Alors exactement, Walid, tu fais bien de préciser, dans le cas du trouble schizoaffectif, il y en a grosso modo deux types. Il y a le type bipolaire et le type unipolaire. Donc le type bipolaire, effectivement, il y a, je dirais, pour faire simple, des épisodes psychotiques, des éléments psychotiques dans les phases thymiques, mais aussi dans les phases intercurrentes. Et ça peut évoluer aussi sous une forme unipolaire avec que des formes dépressives et des épisodes psychotiques concomitants, enfin des éléments psychotiques concomitants et intercurrents. D'accord, donc si je comprends bien, dans les pathologies psychotiques comme la schizophrénie, on peut avoir du coup des éléments de troubles de l'humeur, hein, comme dans la bipolarité, mais est-ce que du coup, dans une maladie comme la bipolarité, on peut avoir des éléments comme dans la schizophrénie, avec des délires, etc. Ou alors à ce moment, on parle vraiment de schizophrénie. Alors, effectivement, dans le cadre du trouble bipolaire, il y a des caractéristiques qu'on peut définir, les caractéristiques psychotiques, où des personnes peuvent aussi, dans le cadre des épisodes thymiques, mais vraiment circonscrits à l'épisode thymique, avoir des éléments psychotiques. Entendre des hallucinations à type de voix, avoir des idées délirantes, de grandeur, de mégalomanie, tout ça peut se voir. Ça peut se voir. Mais du coup, j'imagine qu'en pratique, le diagnostic parfois peut être difficile entre deux troubles, entre deux pathologies psychiatriques. Comment vous faites en pratique, justement? Alors comment on fait en pratique? Déjà, il y a tout un recueil, je dirais, d'anamnèse, voir quelle est l'histoire de la pathologie. Ça peut être difficile sur un premier épisode d'identifier un type schizoaffectif ou un trouble, un accès maniaque avec caractéristiques psychotiques, même s'il y a quand même pas mal de données qui commencent à abonder, qui commencent à dire que si jamais il y a pléthore d'éléments thymiques, on est plus probablement vers quelque chose de bipolaire, D'accord. Est-ce que dans tu cette saurais nous dire il y a primo-décompensation. Ah pardon, excuse-moi, mais est-ce que tu saurais nous dire il y a Vas-y, combien vas-y, de vas-y. est-ce que tu saurais nous dire il y a combien de personnes bipolaires en France? Alors, des personnes bipolaires en France, je dirais qu'il y a, parce que c'est pareil, il y a un spectre de la bipolarité, et je dirais entre 1 et 3% en fonction des sous-types. D'accord, donc ça voudrait Mais dire c'est pas... un pardon, mais ça voudrait dire un Vas-y, à vas-y. 3%, 1 à 3% de personnes bipolaires et 3 à 4% de personnes qui ont des troubles psychotiques. Ça fait du monde du coup Oui, dans les oui, personnes qui ont des oui, non, mais pathologies de santé mentale. je suis complètement d'accord avec toi. Simplement, on est sur deux choses différentes. Parce que le trouble bipolaire, il peut y avoir aussi des troubles thymiques sans éléments psychotiques. On estime que, par exemple, dans les accès maniaques, il y a à peu près 30% d'épisodes de symptômes psychotiques là-dessus, avec des éléments notamment, il peut y avoir de la persécution qui peut aussi se percevoir, voilà, ce type d'éléments. Très bien. Et est-ce que du coup aujourd'hui on met du temps à diagnostiquer les gens qui ont ce genre de problème ou est-ce que on est assez justement rapide ou est-ce qu'il y a comment dire des difficultés justement à faire le diagnostic parce que les gens ne consultent pas forcément?
Comment ça se passe justement en pratique? Elle est super ta question. Ah bah, Elle est vraiment super, super ta question. Je te remercie. Dans le cadre des premiers épisodes psychotiques, il y a on a un marqueur qui s'appelle la durée de psychose non traitée. C'est-à-dire grosso modo le temps où apparaissent les premiers éléments psychotiques et où le jeune est pris en charge par les services spécialisés. Il peut y avoir des subtilités dans les définitions, mais voilà, mais grosso modo, c'est ça. Euh, on estime qu'en France, c'est pour un premier épisode psychotique, c'est 18 à 24 mois. Donc un jeune peut délirer pendant quasiment un an et demi à 2 ans. ah, c'est incroyable ça. Et du coup, j'imagine que les gens autour de lui se disent juste, bon, il est un peu bizarre, mais ils se disent pas qu'il y a forcément un problème de maladie en Ben, fait. C'est ça. En fait, si la personne a un épisode, je dirais, excuse-moi, il y a une mouche là-dessus. Je l'avoue, y a pas de souci. Pas de souci. Si la personne a des symptômes positifs très importants, elle peut être aussi repérée plus rapidement là-dessus avec ces difficultés. C'est vrai que les personnes qui peuvent aussi avoir, je dirais, une symptomatologie plus négative, je dirais, de désorganisation, peuvent des fois paraître étranges et peuvent avoir un retard diagnostic parce qu'ils peuvent arriver aux soins plus lentement. Ensuite, on reviendra sur cette question des premiers épisodes, mais sur le trouble bipolaire, pour compléter ta question qui était ultra pertinente, on estime un retard diagnostic de près de 10 ans. Ah, c'est énorme. En fait, c'est énorme, et en fait, comme on a pu le dire, c'est des pathologies qui arrivent chez les sujets jeunes. Je veux dire, le jeune, la jeune qui est en train de construire sa vie, se retrouve, entre guillemets, avec les premières pathologies chroniques qui existent. Hmm. En gros, il n'y a pas, les personnes plus âgées auraient pu avoir peuvent voir des pathologies cardiovasculaires, néoplasiques, neurologiques, mais en fait, plus j'avance, je vois que les pathologies psychiatriques ouvrent le bal. Et donc du Hmm. coup, ça peut être compliqué justement pour ces jeunes de se dire aussi à un moment de voir qu'il y a une difficulté. Les pères n'ont pas forcément les pères PAIR hein, Ouais, je là-dessus comprends. n'ont pas forcément le regard facile sur ce type de pathologie et amener aux soins peut être compliqué. Et voilà, et d'autant plus que sur le coup le trouble bipolaire, par exemple, ça peut se manifester initialement par un gros épisode dépressif, et l'épisode maniaque arrive des années après. Ouais, c'est ça. Donc du coup, Souvent qui les personnes. signe. Ouais, bien sûr. Souvent les personnes bipolaires sont parfois étiquetées comme ayant une dépression. Et en général, quand elles sont plutôt en accès maniaque, sentent tellement bien qu'elles consultent pas. Alors, Oui, non, ou c'est ça. Moi, malgré je te laisse elle, expliquer. ou malgré elle. Alors c'est vrai qu'il y a en termes d'intensité, parce qu'on peut se retrouver quand on est une période d'élévation de l'humeur, on peut avoir le sentiment d'être hyper productif, tout va vite. En plus, on a une hyperédonie, on se sent super bien, on a beaucoup de plaisir. Donc du coup, pourquoi changer ça? Mais en fait, ça fait le lit à des décompensations. Et c'est vrai que des fois, quand il y a un seuil qui est suffisamment important, là on parle d'excès maniaque, bah là on arrive à l'hospitalisation et ça peut être compliqué à vivre pour la personne. Oui, bien sûr, parce que ce qu'il faut retenir, c'est que l'accès maniaque, même le fait d'être entre guillemets extrêmement bien, ça peut être dangereux pour le pronostic vital justement de la personne. Alors, le- je dirais il peut y avoir des comportements. Alors, je vais essayer de hiérarchiser la réponse. Il peut y avoir des comportements à risque, avec des conduites de mise en danger, aussi bien sur la conduite automobile, les conduites intimes, le fait aussi que l'accès maniaque, c'est pas forcément que l'accès super jovial, super ludique, je pourrais dire. Des fois, ça peut être aussi des formes avec beaucoup d'irritabilité où les personnes peuvent se quereller sur la voie publique et ça peut être compliqué à ce niveau-là. Et sur le pendant, je dirais,
dépressifs, bah là, ils peuvent se rendre compte en fait de ce qui a pu se passer pendant la phase maniaque. Il peut y avoir les idées suicidaires et les passages à l'acte à ce moment-là Très qui bien, peuvent très arriver. bien, très bien. C'est pour ça qu'on va rappeler qu'il y a un numéro national qui s'appelle le 3114, qui peut être pertinent pour les personnes qui ont une difficulté de santé mentale et des idées suicidaires, notamment de pouvoir le joindre, qui est accessible 24 heures sur 24. 31-14. Eh bien, écoute, je le note parce que je vais pas mentir, je le connaissais pas. Donc, 31-14, on retient. Et du coup, je vais revenir sur du coup, les troubles psychotiques. Donc, on a parlé de la schizophrénie, mais on a dit qu'il y en avait d'autres. Et donc, ce sont ces pathologies qui englobent, voilà, dans la culture populaire, ce qu'on entend par délire, hallucination. Et en fait, justement, j'aimerais que tu détailles un petit peu, parce qu'on est passé vite fait dessus, tu l'as juste Bien énoncé, sûr. mais un délire, qu'est-ce que c'est qu'un délire d'un point de vue médical? Alors, un délire d'un point de vue médical, il peut être défini selon, je dirais, une thématique, un type de délire. S'il y a par exemple de la persécution, il peut y avoir aussi le mécanisme, si c'est de l'interprétation ou si les choses deviennent spontanément à la personne. Je le fais assez simple parce que tu m'as dit que tu avais une audience assez généraliste et je veux pas encombrer en fait Ouais, bien sûr, le, mais le- si tu peux par exemple imager, tu vois, avec un exemple concret d'un délire. Voilà, un délire classique, récurrent dans les troubles psychotiques, quelque chose qui revient assez souvent. Bah en fait il peut y avoir je dirais très fréquemment il peut y avoir la persécution, le fait de se sentir fortement épié dans la rue, que les gens voudraient du mal à la personne et en fait la personne va pouvoir aussi je dirais cheminer dans sa pensée et développer ce délire sous de multiples formes. C'est-à-dire que je veux dire le fait parce que je veux pas non plus donner des éléments si jamais j'ai euh, j'ai des anciens patients qui peuvent reconnaître ou des histoires. Parce que je veux Bon, pas c'est que ça assez soit généraliste, non, mais je veux dire, c'est quelque chose, j'imagine, dans la psychiatrie, il y a vraiment des délires et des situations qui sont reproductibles partout. Mais là, tu as dit, par exemple, la persécution, la paranoïa. Bon, je vais donner un exemple de mon côté, par exemple. Je vais donner un exemple. voilà Parce tout que ce que durant mon cursus, bon, j'ai fait un stage en psychiatrie, donc ça a duré 6 mois. Et donc, il y avait un patient hospitalisé qui avait un délire paranoïaque. Et ok. lui, c'était vraiment... Il y a des gens bon, qui me veulent du mal, il y a des gens qui veulent me pirater, enfin mes comptes, etc., qui veulent me prendre mon argent, mais cette personne était persuadée, convaincue. Alors que bon, c'était pas du tout le cas, hein. Voilà. Et donc, mais vraiment, c'était quelque chose d'ancré dans son esprit. Et c'est impossible de, comment dire, convaincre que c'est du délire en fait. Et c'est là que ça devient difficile. Comment dire à une personne qui fait un délire qu'elle est en train de faire un délire? Alors je dirais que nous l'habitude avec je dirais les sujets jeunes là-dessus, c'est de travailler progressivement sur je dirais une certaine remise en cause de ces idées en travaillant sur les notions d'épisode en dehors de la réalité Hmm. là-dessus. Et parce que on était plutôt sur des premiers épisodes de pathologies comme la schizophrénie ou de troubles bipolaires avec caractéristiques psychotiques. Et c'est vrai que les patients plus âgés qui ont des délires très systématisés avec comme les patients paranoïaques dont tu as pu parler qui sont souvent plus âgés là-dessus. C'est vrai que c'est peut être compliqué et puis des fois ils peuvent arriver malheureusement sur des périodes, des actes où il y a pu avoir, je dirais, quelque chose de complexe avec l'entourage. Et du coup, c'est vrai que généralement, la remise en cause du délire arrive aussi avec une mise en place adaptée du traitement, en fait. Ouais, bien sûr. J'imagine le traitement, au bout d'un moment, qui va agir sur la chimie du cerveau. Et d'ailleurs, Exact. c'est incroyable cette histoire d'avoir du délire, tout simplement. Est-ce qu'on sait, physiquement, chimiquement,
qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour qu'on ait des scénarios comme ça ancrés? Alors effectivement, c'est une question très intéressante. Alors, on va rester sur le domaine, je dirais il y a plusieurs hypothèses notamment qui impliquent des neuromédiateurs et la plus simple, mais qui doit être complétée par d'autres, c'est l'hyperdopaminergie, un excès de dopamine au niveau du cerveau. En fait, la dopamine, on peut en avoir besoin pour la motivation, le plaisir et tout ça. Et des fois, quand il y a un excès qui peut être stimulé par des facteurs de stress, des toxiques, comme le cannabis, comme la cocaïne, et ben en fait, il y a un excès de dopamine, et cet excès de dopamine va induire des symptômes délirants, hallucinatoires. Et donc c'est pour ça que les premiers médicaments antipsychotiques étaient des médicaments, je dirais, antagonistes purs dopaminergiques qui bloquaient la dopamine. Le problème, c'est que, comme je t'ai dit, on peut en avoir besoin pour tout ce qui peut être motivation et compagnie, et puis pouvoir se relancer. Et le problème, c'était que ces médicaments, en bloquant la dopamine, pouvaient bloquer aussi sur d'autres voies cérébrales la dopamine et arriver à avoir des symptômes neurologiques. Donc les premières Logique. générations. Voilà, comme dans la maladie de Parkinson, Bien sûr. Mais ça, de c'est manière générale. intéressant, l'histoire de dopamine, parce que surtout que sur Internet, il y a beaucoup de vidéos à la mode sur dopamine, la détox de dopamine, le fait que justement on est dans une époque où on sécrète trop de dopamine avec les plaisirs instantanés, les réseaux sociaux, les vidéos voilà, pour adultes, la mauvaise nourriture. Et du coup, voilà, petit parallèle, est-ce que le mode de vie actuel, justement, a une influence sur ça, sur les pathologies psychiatriques est-ce qu'il y a un essor de ces pathologies liées à notre mode de vie? Alors, bah déjà, qu'est-ce qu'il y a comme facteur de risque, je dirais, au niveau de la psychose? Alors, la psychose, elle peut avoir plusieurs facteurs de risque, comme l'urbanicité, la pollution, la précarité, l'immigration aussi également. C'est des populations qui sont très vulnérables par rapport à la psychose. Et en fait, c'est vrai que je dirais le mode de vie très urbain Mhm. peut être un facteur de risque de psychose, je dirais, quand il y a d'autres facteurs de risque aussi également, comme les toxiques, l'usage de cannabis, toxiques d'une manière générale, peuvent faire le lit d'épisodes psychotiques. Ah, c'est hyper intéressant. C'est comme si tu disais l'urbanisation par exemple. Donc c'est comme si notre cerveau primaire n'était pas justement adapté à toutes ces stimulations, voilà, qui pourraient provoquer en tout cas chez certains des dérèglements de neuromédiateurs qui auraient une influence sur des cerveaux peut-être plus fragiles ou avec des La pollution, hein, la prédispositions. pollution aussi, ouais. Ouais, la pollution. Donc ça c'est assez incroyable, hein. Donc ok, très intéressant. Très intéressant. D'ailleurs, en parlant des épisodes psychotiques, maladies psychiatriques, etc., qui sont pas forcément très connus, je vais te poser la question de savoir un peu dans les clichés de ces maladies. Voilà, quels sont les clichés un peu récurrents, diffus, que tout le monde connaît dans les films, les livres, etc., qui, toi, en tant que psychiatre, t'agacent et tu te dis, non, mais ça n'a rien à voir, en fait. Là aussi, c'est une question qui est très intéressante et qui est très importante parce que de plus en plus dans les services de psychiatrie, on accueille des pères aidants. C'est-à-dire, c'est des personnes qui sont rétablies d'un trouble psychique. Et en fait, là aussi, ça nous permet aussi, nous, de recalibrer aussi, parce que même nous, avec notre discours de psychiatre, on peut être aussi stigmatisant Hmm. vis-à-vis, parce que tu penses, quand tu discutes de termes de paranoïa, d'hystérie, ça fait pas forcément plaisir à entendre, et on peut le comprendre. Donc en fait, c'est vrai que un des plus grands clichés là-dessus, c'est euh, les schizophrènes sont dangereux. Hmm. D'accord. Et moi, j'ai toujours entendu dire qu'il y a quand même moins
de, je dirais, ça fait tout de suite la une des journaux quand il y a, je dirais, un acte médico-légal qui aurait pu être réalisé par quelqu'un qui souffre d'une pathologie psychotique, notamment, comme on a pu voir dans l'actualité et encore récemment. Voilà. Mais c'est vrai que pour vraiment rester très général et déstigmatiser, c'est comme un accident d'avion, quoi. Hmm. C'est-à-dire ça fait beaucoup de bruit quand ça arrive, mais c'est pas quelque chose qui est aussi fréquent. Oui, vu Et les chiffres que tu as donnés, surtout, 3 à 4% de la population. ben voilà. Et on met pas 3 ou 4% de la population en hospitalisation. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On n'a Et pas les capacités de toute façon, hein. Et ça serait déjà, pas le but, hein. Ça, déjà, ça, c'est- c'est un souci. Mais du coup, justement, ces personnes, ce nombre important de personnes qui souffrent de pathologies psychiatriques, bah, comment on les soigne? Alors, comment on les soigne? Déjà, faut la question d'arriver aux soins. Donc du coup, il y a plusieurs possibilités. Il y a la possibilité aussi de rencontrer le docteur Walid Mekdem, qui, qui peut, qui peut orienter avec son réseau et aussi prendre en charge aussi, je dirais, d'une manière en première ligne aussi ses patients. Il Très y a, difficile. Je peux faire une petite parenthèse? Je vais vas-y. faire une petite parenthèse. C'est très difficile parce que du coup, moi, je n'ai pas l'habitude de gérer comme vous des personnes qui sont décompensées. Voilà. En pratique de médecine générale, ce qu'on peut voir très souvent, c'est des personnes qui sont stabilisées et qui ont un traitement, voilà, de fond, et avec parfois des comorbidités aussi qu'on dit somatiques, par exemple du diabète, etc. Mais voir quelqu'un qui est dans un épisode justement soit de décompensation, soit une personne qui n'a pas été diagnostiquée, de mon côté, c'est très difficile à prendre en charge. J'ai déjà eu, par exemple, j'ai un exemple en tête d'une personne en fait qui était dans un trouble, je pense. Alors, je pourrais pas l'étiqueter, pourrais pas faire le diagnostic, mais en tout cas, il y avait vraiment le côté un peu délirant, le côté aussi très exalté, parler beaucoup, passer du coq à l'âne. Ok. Tu vois, le discours où en fait, toi, tu n'arrives même pas à cadrer la conversation, l'entretien. Tu sais pas où aller, tu sais pas comment dire à la personne que potentiellement là, elle est pas très très bien, il faudrait aller aux urgences justement psychiatriques peut-être, ou consulter un psychiatre. En tout cas, de mon côté, ça c'est vraiment très difficile. Ça, je ne sais pas faire. Donc voilà, je te laisse peut-être toi nous Mais dire comment vous gérez ça. il y a pas de souci parce que je voudrais juste parler en termes de degrés, parce que là tu parlais de symptomatologie flamboyante, Ouais. hyper importante, mais il peut y avoir aussi des personnes qui peuvent avoir des idées délirantes à bas bruit et qui ne posent a priori pas de difficultés dans leur entourage proche là-dessus, donc en fait ne sont pas... Vas-y. Je me permets de lever le doigt parce que je rebondis aussi sur ça. Et là aussi, c'est difficile de mon côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, je sais pas des fois si on est dans le délire ou pas. Par exemple, j'ai en tête une dame d'un certain âge, voilà, pas un jeune, hein, une personne plutôt 60 70 ans, qui me parlait souvent de... il y a des gens qui sont venus chez moi, on m'a volé, etc. Et en fait, moi, je peux pas le vérifier. Elle me le dit d'une manière très posée, discours bien construit. À côté de ça, j'ai pas vraiment d'éléments qui font un petit peu alerte, tu vois. Et du coup, des fois, des personnes me parlent comme ça, de sujets, j'ai envie de dire, elle n'est pas en train de me raconter quelque chose qui est pas vrai, on n'est pas dans le délire. Et du coup, quand c'est pas flamboyant, c'est dur de capter si on est dans la pathologie ou pas. Ok. Et peut-être que c'est ça qui amène aussi du retard diagnostique. Ok, tu fais bien de préciser parce que moi je voulais quand même avoir un discours aussi assez généraliste et aussi pas dramatiser les situations aussi également. Alors pour les sujets jeunes qui présentent un premier épisode psychotique, il y a de nombreuses équipes qui sont développées à l'échelle nationale, qui sont les dispositifs d'intervention précoce. Ces équipes qui sont dédiées, qui sont habituées à intervenir auprès de personnes qui présentent ces symptômes d'apparition récente. Vas-y, tu voulais me poser une question? Non, pardon, juste je voulais m'excuser s'il y a un bruit d'enfants qui pleurent, c'est parce que je fume de mon cabinet et dans la salle d'attente, il y a d'autres confrères qui travaillent. Il y a des Non, mais enfants potentiellement qui pleurent. il y a pas de souci. S'il y a des enfants, il y a de la vie, hein.
Donc, Exactement. il y a pas de souci. Et donc, en fait, ces dispositifs d'intervention précoce, donc on peut avoir une liste, je dirais, de savoir où consulter sur des sites comme Santé Psy Jeune, là-dessus. Il y a à peu près 70 équipes. Le territoire national se maille, est encore en train de se mailler. Et en fait, souvent, ça peut être des équipes qui peuvent être soit localisées dans le centre de consultation, soit des équipes mobiles, c'est-à-dire qui vont se déplacer pour faciliter l'accès aux soins et raccourcir cette durée de psychose non traitée. Donc, du coup, ça, il y en a dans quasiment toutes les grandes villes. Et c'est vrai que c'est super intéressant parce que le partenariat avec la médecine générale, quand il y a des doutes, moi par exemple à Saint-Étienne, ça serait pas interdit que les infirmiers de l'équipe se déplacent dans le cabinet du médecin généraliste pour favoriser la première rencontre, que ça peut être difficile aussi au départ de dire à quelqu'un de but en blanc, ça peut être une difficulté de lui dire il faut que tu vois un professionnel de santé mentale. Bien sûr. Euh, Déjà, ça peut des fois faire fuir, dire qu'est-ce qui se passe Bien sûr, là-dessus, mais et ça peut renforcer le délire aussi si on est dans un délire paranoïaque. Et que la e- personne se dit, mais même mon médecin, il est contre moi. exactement. Enfin, exactement. On Il se peut comprend. percevoir, mais on comprend exactement. Je dirais ensuite, quand les personnes sont plus âgées, s'il y a possibilité de les indicer vers les CMP, la psychiatrie générale, les psychiatres libéraux, excuse-moi. Et ça peut être aussi une voie d'accès, ce qui peut être aussi intéressant, toujours, parce que il y a il y a encore quelques années, quand on parlait de famille dans la psychiatrie, on pouvait se dire, oh là là, ça Hmm. risque d'avoir une plainte ou un truc comme ça, mais en fait, les familles peuvent être, les interventions familiales sont notamment le deuxième, le deuxième axe thérapeutique dans l'arsenal thérapeutique, après l'antipsychotique, notamment dans les premiers épisodes psychotiques. Et ça peut être intéressant de les intégrer, de dire, écoutez, je m'inquiète aussi pour votre proche. Ça pourrait être pertinent que vous puissiez l'accompagner, l'amener au niveau d'un professionnel de santé mentale. Voilà. Parce que après, les choses après deviennent compliquées quand les choses deviennent très bruyantes et qu'on arrive aux urgences et souvent de manière nécessaire, Bien mais sûr. en fait les gens, l'arrivée brutale dans les soins, c'est souvent mal vécu quand on a ce type de symptômes. Bien sûr. Et puis Et j'imagine que plus la période est courte avant du diagnostic, plus le pronostic à long terme est bon ça, dans l'entourage. c'est le principe même de l'intervention précoce. Hmm. C'est-à-dire prendre en charge précocement des troubles moins enquistés. Pour les, c'est plus simple à prendre en charge et il y a un meilleur pronostic. Ouais. Et du coup, dans les meilleurs pronostics, on va dire des gens qui sont soignés assez précocement, bien suivis, un bon traitement, pour ces personnes, malgré leur pathologie mentale, elles peuvent avoir une vie normale. Comment dire, je peux pas trahir de secret professionnel, mais tu peux avoir des professeurs de médecine qui ont ce type de pathologie. Oui, voilà, c'est-à-dire en fait même comment dire, des professions au contact des gens qui demandent des grosses Intellectuels. intellectuelles, etc. Si elles sont bien équilibrées, bien prises en charge, cadrées, elles peuvent avoir, voilà, passer entre guillemets inaperçues finalement, sans que personne ne le sache. Oui, ça peut comme je te dis, 3-4% de la population. Alors, il y a les pathologies schizophréniques ou qui peuvent être des fois un peu plus, peut-être un peu plus complexes si elles sont prises un peu plus tardivement. Mais notamment, il y a, je regarde toujours, enfin, je vois par exemple sur le versant trouble bipolaire là-dessus.
On en parlait encore avec les internes du service là-dessus, mais t'as une page Wikipédia avec l'ensemble des célébrités bipolaires, quoi. Ouais, Maria Carey, Britney Et Spears, voilà, donc voilà. Ça, c'est très connu mais ça. Et par contre, dans la schizophrénie, c'est peu connu, mais il y a un film avec Russell Crowe, celui qui fait Gladiator, si je dis pas de bêtises, qui joue le rôle d'un prof de mathématiques qui est atteint de schizophrénie. Donc voilà, en fait, peu importe le secteur d'activité, on peut avoir une pathologie mentale bien traitée, bien suivie, qui nous permet de continuer à avoir un mode de vie normal. L'idée, c'est c'est important. diagnostic précoce. Ah, pardon, je t'ai coupé, vas-y, je te laisse continuer. Parce que ça vient de couper un petit peu, excuse-moi. Non, 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 Ah, non, pardon, désolé pour cette c'est petite toi qui a interruption, été ça coupé, en arrive les fait. bugs techniques. Ah, en gros, Tu je étais sur disais, le Russell but, Crowe, c'est d'avoir un t'étais sur diagnostic. Russell Crowe. Ouais, donc Russell Crowe, donc celui, pour ceux qui connaissent pas, qui joue le rôle de Gladiator, qui a joué aussi dans un film où il jouait le rôle d'un mathématicien, prof de mathématiques, atteint de schizophrénie, et c'est issu d'une histoire vraie, si je dis pas de bêtises. Et donc tout ça pour dire qu'on peut avoir voilà des métiers qui nécessitent une grosse ressource cognitive, intellectuelle, au contact des gens et avec du coup un bon traitement, un bon suivi, ça peut se passer tout à fait normalement. Mais l'idée c'est d'avoir justement le diagnostic le plus tôt possible et ensuite le suivi régulier avec l'observance, c'est-à-dire le fait de maintenir son traitement et son suivi En pour fait, éviter les décompensations. c'est très chouette. Alors, il y a une notion générale que je veux mettre et une notion, je dirais, plus neuroscientifique sur l'explication à tout ça. Déjà, la notion générale que je veux mettre, c'est que la psychose ne touche pas à l'intelligence. Voilà, très intéressant. Bah, ça, c'est une bonne phrase pour un titre. C'est important. Voilà. Et ensuite, depuis, il y a eu pas mal d'études de littérature sur le cours évolutif de la schizophrénie. Et donc en fait, ça évolue initialement par des formes à bas bruit qu'on appelle ultra haut risque, jusqu'au premier épisode psychotique, qui est la transition vers le risque de pathologie plus chronique. Et ensuite, il y a le tout début de la maladie qui est marqué par des rechutes. Et en fait, ces rechutes, eh ben, elles entraînent des uppercuts cognitifs et un impact cognitif majeur sur la personne où le fonctionnement cognitif diminue. C'est pour ça que c'est hyper important quand il y a de couvrir cette période en début de maladie et de mettre de bien suivre le traitement et de les recommandations notamment chez les, les, les les personnes jeunes qui développent ce type de pathologie, c'est d'utiliser les formes intramusculaires, les piqûres, Piqûre, ouais, qui qui ont des permet durées. d'avoir une libération lente. Et pendant un mois, en général, c'est ça, une intramusculaire, c'est un mois. Il y a même 2 mois, même 3 mois maintenant. Ah ouais, ok, d'accord. Et il y a même aux États-Unis, ils réfléchissent sur des formes 6 mois de certaines. Ça voudrait dire que par exemple aux États-Unis, voilà, on n'y est pas encore, mais déjà sur les formes 3 mois ou 2 mois, ça veut dire 6 piqûres dans l'année ou 4 piqûres dans l'année. Hmm, Et en fait, ces formes, en fait, ce type de formes galéniques, en fait, qui ont moins de fluctuations dans le sang, hmm, et ben en fait, elles sont associées à une meilleure stabilité psychique et surtout moins d'effets secondaires. hmm. Et surtout, j'imagine, le fait de prendre le traitement, de ne pas l'oublier, contrairement au traitement comprimé à prendre tous les jours. Bah, c'est vrai que moi, j'ai pu déjà avoir des patients qui m'ont dit, docteur, grâce à vous, j'ai oublié mon traitement. Alors, au départ, je me disais, c'est une blague Hmm. là-dessus. Et en fait, non, c'est plus que il n'y avait pas le rapport à prendre le médicament tous les jours. Et ça, c'est hyper important. Parce que dans l'expérience que j'ai eue, du coup, dans le service de psychiatrie dans lequel j'étais, où il y avait beaucoup de personnes qui étaient décompensées, bah, pour Ouais. une grande partie, c'était justement lié à des mauvaises observances, c'est-à-dire des gens qui, une fois stabilisés, se disent bah, je vais bien, bon, j'arrête le traitement. Et d'autre part, une consommation importante aussi de cannabis. Ça, c'est ce qu'on voyait beaucoup. Ouais. Donc, les deux grands facteurs que je voyais d'hospitalisation, c'était consommation importante de cannabis et arrêt du traitement, qui amenaient les gens à être hospitalisés. Et souvent les deux sont liés, hein, parce que Mm. le cannabis c'est un facteur de non-adhésion au traitement.
Ouais. là-dessus, donc de remise en cause là-dessus, plus voilà. Et voilà, et c'est vrai que il y a tout un travail aussi sur ces formes de traitement aussi, bah, déjà les personnes pourraient se dire, bah, c'est parce qu'ils ont peur que je ne veux pas suivre mon traitement et tout ça, mais en Mm. fait, il y a vraiment un impact qui est une meilleure tolérance et sur le devenir de la, je dirais, sur les effets secondaires notamment, qui est très intéressant. Et en dehors des médicaments, qu'est-ce que vous mettez en place justement pour, on va dire, remettre les choses en place dans l'esprit, réorganiser bah, l'intellect, la pensée, tout ça? Qu'est-ce que vous faites? Alors ça c'est aussi une question intéressante parce que on va pas résumer le psychiatre au distributeur de neuroleptiques, hein. Là-dessus Oui, aussi bien je sûr, pourrais c'est pour ça dire que je pose la question. et puis surtout que c'est pas quelque chose qui doit être perçu par les usagers comme ça, mais en fait il y a tout ce qui peut être les démarches de réhabilitation avec tout ce qui peut être la psycho-éducation, le fait d'apporter une meilleure connaissance à un sujet pour qu'il puisse mieux se rétablir de son trouble psychique. Il y a des programmes notamment qui vont insister sur les signes précurseurs, comment, je dirais, s'économiser dans les périodes de stress. Est-ce qu'il faut que je voie mon psychiatre pour qu'il augmente le traitement? Est-ce qu'il faut que je sois un peu plus de repos? Parce qu'en fait, tous les troubles psychiques répondent à un modèle qui s'appelle le modèle vulnérabilité-stress. Il y a une vulnérabilité, le stress augmente, les symptômes réapparaissent. Et donc en fait, si la personne peut savoir visualiser ça, elle sait que elle peut s'économiser en étant un peu plus détendue, en faisant du sport. En faisant du Euh, no- pacing. Vous parlez du du- pacing? Ça vous parle? Vas-y, dis-moi. Le Je- pacing, c'est le concept qui dit que de base, dans notre mode de vie, quand nous sommes bien, nous en faisons trop. On se dit, bon, je suis bien, je vais, allez, j'y vais à fond. Sauf que du coup, en allant à fond, on dépasse nos ressources énergétiques, cognitives, etc. Et s'ensuit du coup un crash, où on est vraiment mal. Et du coup, après, à ce moment-là, on essaye de récupérer comme on peut. Et quand on ressent qu'on est dans la zone de bien, on reproduit le même schéma. Mais du coup, bah, les cycles passant, on se retrouve à faire des crashs de plus en plus importants, avec de plus en plus de difficultés à remonter, et s'en vient par exemple des situations, par exemple dans le monde professionnel, comme le burn-out. Bon, tu vois. Ok. Et donc, c'est un concept, le pacing, qui est évoqué aussi dans les maladies chroniques, où on dit justement aux patients de savoir gérer leurs ressources et de ne pas en faire trop et essayer de mieux gérer leur mode de vie, leur planning, de s'écouter et de faire ce qu'ils peuvent quand ils peuvent, mais de ne pas en faire plus, voilà, pour garder un niveau de base, tu vois, physique et Euh, mental. Voilà, pour gérer le stress. On parle d'activité physique adaptée, hein, là-dessus. Mm. C'est pas le mettre dans une course aux Jeux Olympiques ou des choses comme ça. Ouais, Mais c'est faire pas un le peu de marathon en moins de sport, 3 heures, hein. c'est pas le marathon en moins de 3 heures, non, mais c'est important parce qu'on en parle pas assez souvent, mais ces populations avec des troubles qui peuvent souffrir, ces personnes concernées par des troubles psychiatriques, bah, il y a les maladies cardiovasculaires, Oui. et ce qui est, c'est pas la première cause de décès, le suicide, hein, là-dessus, c'est vraiment les complications cardiovasculaires. Et c'est pour ça qu'avoir, je dirais, une activité physique, c'est très important et ça fait du bien à l'esprit aussi également. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que certes, les traitements sont en général indispensables dans ce genre de pathologie, mais c'est tout le reste aussi, toute la structure autour, le mode de vie, tu as parlé des aidants, de la famille, mais aussi de l'activité physique, le fait de savoir se ménager, qui vont participer justement au fait de garder cet équilibre et d'avoir un mode de vie normal, une vie normale. Bien sûr. Après, il y a des choses que j'ai pas évoquées que les gens pourront aussi rechercher, se documenter, parce que je sais que les gens aiment bien aussi faire leurs recherches. Mais il y a aussi tous les programmes de réhabilitation avec aussi bien en termes de groupe ou de remédiation cognitive qui peuvent être plus ou moins détaillés, qu'on peut trouver sur des sites internet là-dessus, qui peuvent les détailler aussi. Voilà, c'est pour compléter, pour être un peu plus généraliste, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah écoute, je pense qu'on a
pas mal, enfin, je vais pas dire qu'on a fait le tour, mais en tout cas, de ce qui me Non. venait à l'esprit, on a posé pas mal de questions, on a répondu à pas mal de questions. Donc, est-ce que peut-être pour conclure cette discussion, il y aurait un message important que tu voudrais passer, que tu n'as pas encore dit? Alors, je pense on a fait on a fait le tour de beaucoup de choses. Moi, je me réjouis en fait de voir de plus en plus de collègues de santé, de professionnels de santé mentale, que ce soit psychiatres ou d'autres professions qui peuvent, je dirais, échanger sur les réseaux avec des acteurs reconnus comme toi, par exemple, parce que je trouve que ça apporte un message important de lutte contre la stigmatisation de ces personnes qui peuvent être concernées par un trouble psychique. Et je trouve que si on lutte contre cette stigmatisation, on peut aussi peut-être alléger l'arrivée dans les soins de ces personnes et faciliter leur accès pour qu'ils soient pris en charge, comme tu le disais, plus rapidement, plus facilement, plus spontanément. Eh bien, je pense qu'on va conclure par cela. Donc, c'était hyper intéressant. Merci à toi pour tes explications. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous découvrez cette vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner au podcast selon la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à mettre peut-être 5 étoiles d'ailleurs si vous l'avez écouté sur Spotify ou Apple Podcast. Et puis, sur ce, moi j'ai envie de vous dire prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, Merci ciao! beaucoup. Ciao, ciao.